Voitures de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS. Bienvenue dans Voitures de légende, votre émission toujours plus internationale, présente sur une douzaine de bouquets en Europe francophone. Alors à propos d'Europe, on vous propose aujourd'hui un petit tour d'Europe qui commence par l'Italie, direction Mantova, pour le très beau Gran Premio Nuvolari. La 26e édition du Gran Premio Nuvolari 2016 confirme la réussite de l'organisation par son format proposé. Elle est épaulée par le Mantova Corse, ACI Mantova et le musée Tasio Nuvolari. L'événement, comme chaque année, acquiert de plus en plus de popularité en Italie et à l'étranger. Ceci grâce à la franche contribution de partenaires principaux tels que Audi et les montres Eberhard. Cette course historique a confirmé comme être l'une des plus importantes épreuves dans l'Europe pour voitures anciennes, comme tous ces véhicules de légende que nous avons vus en Lombardie. Nous commençons par cette superbe Bugatti T37 de 1926. Voici un équipage suisse et leur Amilcar CGSS, voiture française d'une cylindrée de 1074 cm3 des années 26, dont la vitesse de pointe avoisinait les 100 km/h. Une seconde équipe suisse sur une autre Amilcar de 1927. Une très belle Lancia Lambda Torpedo, aussi de 1927. Un week-end remarquable où le vrai gagnant a été effectivement le Gran Premio Nuvolari, une course de régularité qui a impliqué plus de 300 voitures anciennes construites par 50 constructeurs automobiles et en provenance de 18 pays différents dans le monde. Encore une fois, un succès grâce à l'appui intense des autorités régionales et à la présence du public venu en masse. Last but not least, un remerciement spécial va également à la Banca Generali et à Michelin Classique qui a présenté à Montou sa gamme de pneus pour voitures anciennes. La Fiat 508 Sport Gia de 1932 présente sur le podium d'arrivée. Une OM 665S Superba de 1926. On retrouve à l'arrivée nos amis suisses et leur Amilcar. Une autre Amilcar de 1928. Vous voyez un équipage autrichien et le dessous de leur Bentley 4,5 litres de 1939. Une vaillante Lancia Aprilia de 1937 en démonstration. La surprenante Fiat 508S Coppa d'Oro. Autre Aston Martin Le Mans de 1937. Ce Gran Premio Nuvolari est remporté par la Fiat 508 Balia S Sport de 1934. Après leur victoire à la course des 1000 Emilia, l'équipe s'adjuge également le podium à Montou, ville italienne de la culture en 2016, qui célèbre l'exploit de la 5e victoire consécutive de l'équipage des pilotes Andrea Vesco et Andrea Guerrini. Au deuxième rang, on trouve la Volvo P120, un peu plus récente, car de 1958, elle est conduite par les pilotes italiens Margiotta et Perno. La troisième marche du podium est prise par la paire argentine Erejimovic Lano sur Aston Martin Le Mans de 1933. De la botte italienne jusqu'à la péninsule ibérique, il n'y a qu'un pas. Petit clin d'œil à nos téléspectateurs espagnols ou les très nombreux francophones qui vivent en Espagne ou qui ont une résidence de villégiature en Espagne. Eh bien, petit clin d'œil avec le rallye Extremadura Historico.
Le rallye Extremadura, organisé par la Scuderia Valencia Racing Club, était inscrit au championnat d'Espagne rallye vitesse et régularité pour véhicules historiques, ainsi que pour les différents championnats d'Extremadure en moyenne, haute et basse régularité historique. Un total de 51 véhicules avaient préalablement confirmé leur participation et étaient présents à ce 4e rallye historique qui se passait dans la région de la ville de Jarandilla de la Vera. Jarandilla de la Vera est une commune d'Espagne dans la province de Caceres, communauté autonome d'Extrémadure, située plus ou moins à mi-chemin entre Madrid et Lisbonne. Un climat spécifique et la texture du relief ont favorisé une formation de gorge qui caractérise le paysage de la Vera. Tel est le cas de la gorge du Jaranda avec ses nombreux virages et qui demande une grande dextérité de pilotage. La cérémonie de départ se tenait en ce mois de septembre en présence des autorités et responsables du parc Cerrado de Jarandilla de la Vera. La course passait par les régions de la Vera et Valle de Rerte sur 12 sections spéciales sur un total de 121 km. Nous retiendrons quelques détails sur certaines spéciales et cette première spéciale qui commence sur la route qui relie Barodo à Piornal, route récemment ouverte pour ceux qui connaissent. Après et entre paella bien méritée, se profilait une zone rapide et technique avant d'atteindre cette première pause et prendre la direction de Passaron. Cette nouvelle route est spectaculaire, large, un bon asphalte donc rapide pour atteindre le dernier secteur qui pénètre dans la partie la plus difficile de la spéciale, une entrée étroite et sur une pente raide pour finir près de Arroyo Molinos. Cabrero et ses 11 km 370 de spéciale. Le tronçon de Cabrero commençait à 1 km après le village qui porte son nom sur la route entre Valdastillas et Piornal. Après une première zone rapide et facile, la première partie était atteinte pour descendre vers le lieu-dit la coopérative qui plongeait dans le domaine des cerisiers hautement techniques de Valdastillas où se terminait la spéciale. La dernière partie du rallye se fait vers Guiro, 5 km de route étroite, ferme spectaculaire avec des cascades, des ponts, du beau décor. Une promenade pour le gagnant ou la dernière chance au poursuivant de se battre pour les accessites ou la victoire. La victoire reviendra à Ander Arana et Arquez Coberana sur Peugeot 309 GTI, comme quoi un pilote d'origine nordique peut faire la différence sur route sinueuse et piégeuse. Grâce à cette victoire, il se retrouve à la seconde place au championnat d'Espagne. En régularité 50 km/h, c'est Luis Paí qui prend la tête du championnat espagnol grâce à sa victoire. Petite étape en Belgique dans notre tour d'Europe. Nous sommes à Waterloo avec Lucien Beckers dans un bel endroit qui s'appelle Petit Le Mans et où, Lucien, vous venez de lancer un nouveau concept qui s'appelle Heroes Gallery, tout un programme. Absolument. Donc on essaye de réunir les héros qui soient soit sur les photos, soit derrière l'appareil photo ou même derrière le pinceau. Ça arrive aussi. Et donc nous avons pris des accords avec un certain nombre de très bons photographes et de grands dessinateurs qui nous font l'honneur de nous donner l'exclusivité de reproduction sur aluminium avec certaines autres spécialités comme le plexiglas qu'on vient coller dessus, en grand format. Et donc nous nous sommes spécialisés vraiment dans les photos de voitures et les dessins de voitures, voilà, que vous voyez ici exposés autour de nous. Voilà, très belle initiative et on est vraiment dans notre environnement favori. Lucien, une ordre de fourchette de prix pour ces œuvres? Alors ça commence aux alentours de 200 € jusqu'à ce qu'on veut, mais disons que les plus grands formats qui sont exposés ici sont en dessous de 1000 €. Donc ça reste très abordable. C'est vrai que de nos jours, les technologies numériques et ces supports effectivement alu ou plexi se prêtent bien à illustrer notre passion comme il se doit. Alors derrière nous, quelques images du circuit de Spa-Francorchamps. On y va on retourne à la source en quelque sorte, puisque c'est vraiment le berceau du sport automobile, toute cette région. Et nous allons même assister aux coupes des sources organisées par l'ami Pascal Collard.
La Coupe des Sources dans les Ardennes belges avait été concoctée cette année par une équipe organisatrice réunie autour de Pascal Collard, celle qui fut en son temps la première épreuve de régularité pour voitures anciennes du pays. Une édition qui fut sans la moindre fausse note, hormis quelques tôles froissées, avec des catégories désormais bien délimitées, soit un gage d'assurance pour le futur, un centre de calcul performant et une ville où le village vintage a d'emblée été gagnant. Ça touche un public qui justement ne sait pas forcément rouler vite, mais qui peut se battre alors contre des Jean-Pierre, Van Over, etc. Et à armes égales. On l'a vu ici toute la journée, il n'y a jamais eu plus de 2 secondes d'écart entre les 3-4 premiers. C'est un signe, donc ça veut dire que ce n'est pas la vitesse qui prime, il faut être concentré toute la journée. L'épreuve 2016 a débuté le vendredi soir pour la vingtaine de concurrents engagés en Legend 50, tous des spécialistes de la navigation et de la régularité longue de 240 km et se reposant sur des cartes au 100 millième par référence au centimètre. Ça m'a fait plaisir, c'était un défi d'essayer d'y arriver. Bon, ça en est bien sorti, bon voilà, mais c'était un défi. Et puis ça, on avait l'impression de repartir un peu dans le passé, on va dire. Elle a bien sûr fait des dégâts, dont certains ont jardiné entre la baraque Friture et Dinan. Daniel Reuter et Christian Bernard et leur Porsche 924 avaient constitué un coussin confortable de plus de 300 points. Comme on pouvait s'y attendre, cette boucle de nuit à l'ancienne a donné une tournure au classement en Legend 50. C'est donc sans surprise que le duo s'est imposé avec un avantage significatif sur la Porsche de Simon Duchesne. La Lancia Fulvia de Vénier Jongou complétait le podium. La catégorie Legend 65 était dominée par Dirk Van Rompuy et Jens Van Overskelde sur Opel Ascona B. Ils ont dominé la majeure partie de la journée, qui n'empruntait que les spéciales fermées du samedi. Au moment de s'élancer pour la dernière boucle, déchaînés, Étienne Bonnier et Benoît Rémillon avec leur Ford Escort MK1 étaient parvenus à se hisser à la hauteur de l'Opel de tête, mais sans pouvoir malgré tout les déloger de la première place. C'est à coup de secondes que cela allait se jouer. La qualité du copilotage de Jens Van Overskelde et le bon coup de volant de Dirk Van Rompuy finissaient par faire la différence, le duo néerlandophone remportant une belle victoire. Le mot de conclusion revenait au pilote venu du nord de la Belgique. Félicitations pour l'organisation, c'était une très très belle épreuve. On reviendra certainement l'année prochaine. Un fait à noter, la 6e place dans la plus petite des classes pour la Citroën 2 chevaux de Maréchal Beaujean au style de conduite inimitable. Dans la catégorie à la moyenne haute, une lutte sans merci à la seconde est apparue entre 3 équipages de grands talents, à nommer Johnny Delay et Raphaël Despossons sur Ford Escort MK2, l'inamovible Jean-Pierre Van de Wover et Eric Marnet et leur Lancia Beta Monte Carlo GR4 revigoré. C'est dans la dernière boucle que tout s'est joué pour le leader du matin. Delay Despossons craquait sous la pression, contrairement à Leon Morse, qui évitait toute erreur pour l'emporter avec 6 points d'avance sur Van de Marnet et 9,4 points sur Delay Despossons. Je lui avais dit la dernière étape, vraiment aucune erreur, le plus propre possible. Si les autres font une erreur, tant pis pour eux, mais nous on ne doit pas en faire. Et je pense que là on n'a rien fait du tout, on n'a rien lâché. C'est vrai qu'on est maintenant on avait quand même des bons équipages à côté de nous. Bon, on a une bonne auto, aucun problème sur la voiture toute la journée, c'était parfait. Mais voilà, l'expérience, les années, voilà. Franchement, c'est bien. Et encore une arrivée avec mon Lancia et la nouvelle boîte qui est sur ma voiture, c'est la préparation de la nouvelle. Très très bien fonctionné, donc super week-end.
En régularité à moyenne haute, la victoire revenait à Geoffrey Léon, copiloté de main de maître par un Freddy Morse, connaissant par cœur la régularité à moyenne haute. Pour ne pas oublier une trentaine de voitures inscrites, la catégorie Histo-Démo a été synonyme de grand show d'un bout à l'autre de la journée. Dernière étape de notre tour d'Europe, direction la ville lumière, enfin pas très loin, puisqu'on prend la route de l'autodrome, le vénérable autodrome de Linas-Montlhéry, avec son célèbre anneau de vitesse. C'était la deuxième édition des Grandes Heures de l'automobile, retrouvailles avec les seigneurs de l'anneau. Né de l'idée d'Alexandre Lamblin et dessiné par Raymond Jamin, l'anneau de vitesse de l'autodrome de Montlhéry a été inauguré en octobre 1924. Ses virages sont inclinés jusqu'à 51 degrés. Ce circuit mythique a accueilli plus de 1800 records en auto, moto ou vélo. En 1925, il fut complété par un circuit routier de plus de 12 km où furent disputées des épreuves comme les 1000 km de Paris et le Bol d'Or moto. Désormais ramené à 3,4 km, ce circuit n'accueille plus de courses depuis 2004. L'autodrome de Linas-Montlhéry a donc ouvert ses portes pour les grandes heures automobiles. Elles ont pris leur véritable dimension et d'une exceptionnelle qualité qui a enthousiasmé un public de 15 000 personnes. Pour cette seconde édition, Franz Hummel, chef d'orchestre de cette grande fête mécanique, reconnaissait être heureux. Montlhéry, l'autodrome, c'est toute une histoire incroyable. Je dirais que presque tout s'est passé ici. Donc la logique voulait qu'on fasse un rassemblement chaque année, fin septembre, en réunissant différentes voitures et différentes motos, sans esprit de compétition, que les pilotes puissent rouler tranquillement pour se faire plaisir, avec la convivialité, et puis mélanger les anciens, les pilotes actuels et puis les futurs pilotes. Voilà, c'est une recette simple en fait. Il est vrai qu'il n'y a pas eu de compétition à la clé. En tout cas, force est de constater que quelque chose s'est passé lors de cette édition 2016. Cet événement a désormais une âme, c'était à la fois détendu et convivial. Le sentiment était ressenti par tous, organisateurs, partenaires, participants automoto et spectateurs. Tout le monde a joué le jeu à fond pendant ces 2 jours à Linas-Montlhéry, de nuit comme de jour. Mythe par son histoire, son patrimoine, mythe par l'originalité du tracé. C'est vrai que rouler ici sur l'anneau et attaquer les chicanes, être collé au rail là-haut et rentrer dans les chicanes, c'est des sensations qu'on retrouve nulle part ailleurs. J'ai les souvenirs de voir mon père courir, j'étais en kilo de course, je sais pas, j'avais 7, 8, 9 ans. Bon, avec mon frère, on faisait plus les idiots avec les petites motos dans le parc, mais voilà, voir courir mon père sur les voitures de production. Après, un énorme souvenir aussi, peut-être le plus beau pour moi, c'est ma première victoire en sport automobile, c'est ici, c'était en 91 ou 12. C'était le lancement de la Coupe Caterham. Je savais à peine faire le talon pointe, je savais rien faire, j'avais pas encore le bac. Et j'avais gagné cette course. Et c'est un peu tout parti de là, donc fabuleux. Côté moto, les MV Agusta, Honda, Norton, Kawasaki, Triumph, Harley-Davidson, Suzuki et autres Yamaha étaient bien représentés à la démonstration. Elles sont impressionnantes les rugissantes montées en régime de la phénoménale Ducati Desmonici, pilotée par Kazestoner en MotoGP. C'est plus de 250 chevaux et 18 000 tours minute et 360 km/h. Ce genre d'organisation nous permet de rencontrer des gens qui étaient nos admirateurs et qu'on n'était pas, je pense, conscients de ce qu'ils nous apportaient. Donc aujourd'hui, on a du temps pour eux et je pense qu'il faut qu'on les remercie parce que si ces épreuves se font, c'est grâce à eux. L'été avait joué les prolongations pour accueillir sur le mythique anneau une pléiade de champions toujours au meilleur de leur forme et des machines souvent exceptionnelles.
Un tonnerre d'applaudissements a aussi accompagné les évolutions de la Honda RCB 480A d'endurance, ayant triomphé au Bol d'Or 1977 avec Christian Léon et Jean-Claude Chemarin. Et je suis assez surpris de voir autant de monde. C'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on voit que le sport auto ça plaît, que le patrimoine automobile ça plaît, beaucoup de gens s'y intéressent et c'est ça qui fait plaisir. Sur 4 roues, la qualité était également de mise, avec un plateau d'une belle diversité. Les impressionnantes et élégantes voisins de la collection Peter Mulin à la monstrueuse Salène à moteur Ford 8 litres de 800 chevaux, en passant par la Elf 2 ou la Porsche RSR, réplique fidèle de la version vue en course avec Guy Fréclin et Jacques de Laval. La variété avait de quoi séduire. La présence de Peugeot, venue avec une belle brochette de modèles d'exception, dont la Proto CD Peugeot 204 du Mans 1966, la 204 VM, la 204 engagée à l'East African Safari 1967 et les championnes de Pikes Peak, la 405 d'Harry Vatanen et la 208 de Sébastien Loeb ont contribué à la proximité avec les visiteurs du paddock. Le Momit, c'est ce qui va le mieux pour Montlhéry. C'est le circuit le plus connu pour les anciens. Parce qu'à l'époque, le Castellet, le Grand Manicourt n'existait pas. Il y a Le Mans et il y a Montlhéry. Et c'est vraiment un mythe où il y a eu de très belles courses, où les plus grands pilotes français, Beltoise, Pescarolo, Jabouille et bien d'autres, ont fait leurs preuves, se sont illustrés. Mais c'est aussi, pour les gens de ma génération, le lieu où on fait le développement des voitures de série et des voitures de compétition. Il arrase la botte un peu parce que tu vas en prendre. Dans ce dernier week-end de septembre, l'anneau des seigneurs a de nouveau vibré au rythme de la 2e édition des Grandes Heures automobiles. Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour 2017 en vertu de l'évidence qu'on a tous en nous quelque chose de l'INA Montlhéry. C'est vraiment un beau tracé, c'est mythique en plus d'aller sur l'anneau. Je me suis amusé à aller très près du rail en haut et c'est quelque chose de particulier. Ouais. Malheureusement, je n'avais pas pu être là l'année dernière et je suis émerveillé de voir autant de passionnés, autant de belles voitures. On a la chance qu'il fasse très beau et de voir le public qui a répondu si nombreux à cette manifestation. Pour moi qui suis un passionné de sport auto et surtout de rallye, c'est un grand moment. C'est un mythe, vraiment. Et Montlhéry, c'est un grand endroit en France de l'automobile. Voilà, ainsi s'achève cette émission. À l'agenda de ce mois d'octobre, il y a énormément d'événements. Sans doute, on se bouscule un peu au calendrier. Retenons le rallye du Portugal historique pour la forte participation franco-belge à cette épreuve, un grand classique s'il en est. Merci à nos partenaires, le magazine Rétrocourse et puis le site internet newsclassicracing.com. Internet, vous pouvez retrouver évidemment cette émission et toutes les précédentes sur voituresdelegende.com. À la prochaine.
voitures de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Trépi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS.